Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de cette intervention qui s'intitule donc la prévision météo, les sources et ses limites, des modèles au bulletin. Alors avant de commencer, je me présente rapidement. Déjà, je remercie Raymond Piccoli du laboratoire de recherche sur la foudre de Champs-sur-Tarentaine pour l'invitation sur sa chaîne. On a l'habitude d'échanger ensemble, c'est toujours très enrichissant. Donc j'ai choisi cette conférence parce que, cette intervention, parce que la prévision météo, elle est souvent victime d'idées reçues, de préjugés qui s'expliquent par le fait qu'on ne sait pas trop comment c'est fait, d'où ça vient. Donc il y a pas mal de choses à décortiquer là-dedans. Alors de mon côté, je suis prévisionniste météo indépendant. Donc j'ai une entreprise individuelle qui s'appelle Météo Vergne et on réalise en fait des prévisions météo, donc expertisées, on verra ce que c'est la différence avec des prévisions automatisées, principalement pour un secteur qui s'étend du Sancy à la Limagne en passant par la chaîne des Puys. Après on est appelé à en faire sur d'autres secteurs en France à la demande. Donc il y a une grande partie prévision météo et puis il y a une grande partie, aussi, enfin une autre partie pédagogie puisqu'on a à cœur d'expliquer au maximum les phénomènes, qui soient météorologiques ou plutôt aussi de l'ordre de l'évolution du climat. Alors soit à travers les prévisions, soit comme au cours de cette intervention, via des interventions, des animations pédagogiques. Donc on est parti sur la prévision météo. Donc je vais juste réduire la webcam et on va pouvoir commencer le diaporama. Hop. Voilà. Alors, le premier élément extrêmement important, et ça, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure de mon expérience de prévisionniste, c'est qu'il faut bien différencier observation et prévision. Je pensais que c'était quelque chose au début qui était acté, qui était facile à comprendre, mais je me suis rendu compte que non, pas tant que ça. Donc on va bien différencier les deux parce que c'est complémentaire, mais c'est en même temps complètement différent. Alors la météo, déjà quand on veut la mesurer, quand on veut l'observer, on va installer, c'est l'outil le plus simple mais aussi peut-être le plus important, une station météo. Une station météo, c'est quoi? C'est avant tout de l'observation. Ça, c'est un premier élément qu'il faut comprendre. Si vous installez une station météo chez vous, ça ne servira pas du tout, enfin, ou très peu, à faire de la prévision. Ça peut afficher des prévisions, souvent en fait c'est juste calculé par rapport à d'autres systèmes de réception, ou c'est juste calculé selon la pression, l'évolution de la pression, mais si c'était aussi facile que ça se saurait. Donc une station météo, elle fait de la mesure, donc de l'observation. Ici vous en avez une là sur le plateau du Guéry. Donc on retrouve l'anémomètre girouette, le pluviomètre, l'abri blanc pour mesurer la température et l'humidité. Donc ça c'est en quelque sorte le temps qu'il fait, mais c'est pas le temps qu'il fera. Et souvent dans la critique qu'on entend vis-à-vis de la météo, on dit oui c'est pas la peine de consulter, il se trompe tout le temps, il suffit de regarder par la fenêtre le matin. Alors c'est vrai, ça c'est pour le temps qu'il fait, par contre rien ne dit que le temps à 8 heures le matin sera exactement le même à 11 heures, à 13 heures, 14 heures, etc. Donc on va essayer de voir un peu comment on fait les prévisions météo. Donc tout ce qui est, il faut écarter tout de suite tout ce qui est dicton, les phases de la lune, les oignons, vous savez les pelures d'oignons, choses comme ça. Alors je sais qu'il y a des sujets qui sont parfois un petit peu tabous, notamment sur les phases de la lune. Je vais essayer de mettre un petit peu tout le monde d'accord. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les phases de la lune sont les mêmes partout sur Terre. Or, l'atmosphère, en tout cas la troposphère, la première couche de l'atmosphère, est en perpétuel mouvement. Donc il est extrêmement facile de dire que le temps a changé parce qu'il y a une nouvelle lune, une pleine lune, etc. En fait, c'est par définition changeant. Donc forcément, ça peut marcher tout le temps. Donc ce qu'on utilise aujourd'hui pour faire de la prévision, ce sont des modèles numériques. Donc on va essayer de voir tout de suite ce que c'est, à quoi ça correspond. Hop, je change de diapo, voilà. Donc, comment fait-on aujourd'hui une prévision météo? Vous avez sur ce document Météo France une bonne synthèse, quelque chose qu'il faut vraiment retenir. Donc je vous ai parlé avant des observations. Alors les observations sur Terre, c'est les stations météo comme on a vu. Ça va être aussi tout ce qui est observation via les satellites. Ça c'est toujours encore de l'observation, c'est pas de la prévision.
les images radar, il y a des ballons sondes aussi qu'on va envoyer dans l'atmosphère pour mesurer l'atmosphère. Et en fait, on va collecter toutes ces données pour en faire un diagnostic de l'état de l'atmosphère à un moment donné. On n'est toujours pas dans la prévision, on est bien que dans l'observation. Tout ça, ça va être intégré dans un supercalculateur. Donc les agences météo nationales dans le monde en ont un en général. Ce supercalculateur, en fait, il va permettre de faire évoluer ce que l'on observe dans le temps grâce à des équations de physique extrêmement complexes. Et ça va nous permettre une sortie de prévision numérique. Alors vous avez, avant d'aller plus loin, juste en dessous, vous avez un petit schéma qui vous met en évidence le supercalculateur de Météo France. Alors la capacité de calcul est phénoménale. Vous avez vu, c'est 21,48 pétaflops de puissance. Un pétaflop, c'est 1 million de milliards d'opérations par seconde. Ok, vous faites ça fois 21,48, vous aurez le nombre d'opérations par seconde qui est absolument phénoménal. Alors peut-être que ça vous évoque tout de suite un premier doute, une première question. Vous dites, c'est bizarre, on a quand même des ordinateurs surpuissants et on ne sait toujours pas prévoir un orage, une averse dans 2 heures. Effectivement, c'est vrai parce qu'en fait, on est sur des phénomènes naturels qui sont dépendants de phénomènes quasiment illimités. Ça peut être l'occupation des sols, plein de choses. Ça peut être aussi tout simplement le fait qu'on n'a pas forcément les observations de tous les centimètres cubes de l'atmosphère. Donc forcément, après, il peut y avoir des divergences. Donc on en revient à notre petit schéma du haut. Donc une fois que l'ordinateur supercalculateur a fait tout ça, on a une prévision numérique. La prévision numérique, en fait, c'est une prévision qui va sortir sous forme souvent de cartes, de graphiques, choses comme ça. Et ça, en fait, ce que vous avez, ce résultat-là, c'est qu'il y a sur 99% des sites, des applications qu'on va trouver sur Internet. Autrement dit, ce que vous avez d'affiché, c'est de la prévision, c'est de la sortie brute du supercalculateur. Il n'y a aucune expertise humaine. Or aujourd'hui, en fait, on n'a pas la capacité de remplacer cette expertise humaine uniquement par un supercalculateur. Donc là, on passe ensuite à une prévision expertisée quand le prévisionniste va analyser, interpréter, comparer ces modélisations entre elles, elles-mêmes mises à jour toutes les 6 heures. Donc ça veut dire qu'il va falloir regarder des centaines de cartes et de graphiques. Et c'est à ce moment-là qu'on aura une prévision expertisée. Vous avez un petit texte en dessous, souvent c'est sous la forme d'un texte, où le prévisionniste va prendre en compte les phénomènes locaux et sa connaissance du terrain. Voilà. Donc, quand on entend « ils annoncent quoi », en fait, dans le « ils », très souvent, quand on pose la question « c'est qui ils », on ne sait pas trop. Des fois, on s'imagine que ce sont les gens qui présentent la météo à la télé qui font des prévisions, alors pas du tout. Donc, en fait, le « ils », dans la plupart des cas, en fait, ces personnes, ce sont des supercalculateurs. Et à partir du moment où vous avez quelqu'un qui vous fait une prévision à partir de ça, oui, on peut dire, lui par exemple, sa prévision était juste, c'était pas bonne, etc. Donc, à retenir, différenciez bien prévisions automatisées des prévisions expertisées qui, elles, proviennent directement de prévisionnistes. Alors, un exemple de prévision automatisée, vous en avez partout sur Internet. Vous avez ici l'exemple du tableau de météo ciel, un exemple d'application sur smartphone et puis un exemple, je crois, de la chaîne météo. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas, mais il faut juste être conscient de l'origine de ces prévisions-là. Le plus fourbe, et ça c'est ce qui décrédibilise encore plus la discipline, c'est que par exemple là vous avez sur la droite, vous avez une application qui vous géolocalise. Là ça vous disait à baisse 18h10, 17 degrés soleil. Alors ça, en fait, c'est le temps qu'il devrait faire. C'est pas les données issues d'une station météo à côté. Donc des fois vous allez avoir, peut-être vous êtes sous l'orage, ça vous met grand soleil ou inversement. Donc en fait c'est totalement idiot parce que pour le coup, pour savoir le temps qu'il fait, il faut juste regarder par la fenêtre. Voilà. Alors après, évidemment, quand vous avez des prévisions qui montent à 15 jours où ça va vous détailler heure par heure, là il faut fuir tout de suite. Donc l'avantage de ces prévisions, c'est qu'elles sont souvent gratuites. Les lieux sont illimités, elles sont donc précises mais avec énormément de guillemets parce qu'en fait la précision ne sert absolument à rien si la fiabilité est mauvaise. Donc il n'y a pas d'expertise par des prévisionnistes, donc on n'a souvent pas d'indication de fiabilité, parfois il y a, et puis il n'y a surtout pas d'adaptation au contexte local, c'est ce qu'on va voir un petit peu après.
Alors voilà, c'est un exemple que j'avais trouvé justement sur ma page Facebook, mais qui est extrêmement intéressant. Vous avez une personne ici qui me disait, pourtant la météo n'a eu de cesse de nous annoncer de la pluie, mais parole, à part un ou deux petits pipis d'oiseaux et un postillon, pas d'eau. Alors du coup, moi j'avais posé la question, mais est-ce que la météo annonce des quantités d'eau, des quantités, ou bien des pictogrammes avec des gouttes qui n'illustrent peut-être qu'un risque d'averse isolée? Donc c'est tout le problème quand on a des pictogrammes avec juste orage, enfin soleil, nuage, pluie, en fait, ça ne veut absolument rien dire si c'est 3 gouttes ou si c'est 50 mm. Et donc, en fait, la personne me disait, sur mon smartphone, sous chaque heure, donc ça veut dire que c'est heure par heure, ça me met un pictogramme, nuage de la pluie, nuage avec un soleil plus ou moins grand, etc. À un moment donné, ça m'indiquait qu'il pleuvait et en réalité, il faisait soleil. C'est ce que je viens de vous dire juste avant. Donc là, je lui explique, et oui, car ces prévisions ne sont pas des prévisions, mais la traduction brute des modélisations sans aucune expertise, correction par un prévisionniste. Du coup, les pictogrammes n'ont aucun sens. Alors de mémoire, ce jour-là, en fait, il y avait tout simplement un risque d'avoir quelques gouttes sous des nuages qui sont à l'étage moyen, qui sont des attocumulus, une légère instabilité à l'étage moyen. Et dans ces cas-là, en fait, les gouttes n'arrivent en général pas à atteindre le sol parce que l'air est trop sec au-dessus. Donc, et ça, on pouvait très bien le prévoir. Mais je sais que beaucoup se disent, tiens, ça annonce de la pluie, donc je ne vais pas arroser le jardin. Sauf que, voilà, s'il n'y a pas beaucoup de quantité de prévu, vous allez être déçu, vous allez dire, tiens, ils sont encore trompés, alors qu'en fait, non, personne ne s'est trompé. C'est juste le supercalculateur sans expertise de quelqu'un. Le plus souvent, ces prévisions, ça vient d'un seul modèle, le GFS, qui a une fiabilité, on va dire, aléatoire. Alors, souvent, les gens aussi vont vouloir comparer entre eux les applications, mais en fait, le truc, c'est que la source est la même, c'est souvent l'affichage qui change. Alors, on cherche des fois l'application qui est la plus belle possible, des beaux graphiques, heure par heure, etc. Mais en fait, c'est pas parce que c'est beau et que c'est précis que c'est forcément fiable. Donc, retenez bien que sur ce genre de prévision, c'est bien la prévision du modèle et pas l'organisme. Par exemple, sur Météo Ciel, il ne faut pas dire, tiens, Météo Ciel, ils sont trompés. Non, c'est le modèle GFS, le modèle WRF, le modèle Arome, selon ce que vous consultez, qui s'est trompé, mais pas Météo Ciel, qui nous met à disposition gracieusement et avec énormément d'intérêt ces modélisations. On va prendre l'exemple très concret. On est en été, c'était le 1er juin 2017, je crois, donc un temps avec formation d'averses orageuses. À gauche, vous avez la sortie d'un modèle numérique, le modèle WRF. Donc en gros, c'est les précipitations cumulées en une heure. Alors quand on est sur le Puy-de-Dôme, on voit qu'il y a une petite tache bleue. En fait, on vous prévoit en gros entre 0 et 0,5 mm, donc rien du tout. Alors sur votre prévision automatique, ça va vous mettre peut-être ciel nuageux, 3 gouttes possibles, voire pas du tout. Et voilà ce qu'on a observé sur la droite pour le coup. C'est une image radar. Donc là, on bascule sur de l'observation, ce qui se passe réellement. Vous avez en fait des cellules orageuses qui se sont développées sur les reliefs. En fait, on devine très bien, ça a tendance à suivre les lignes de relief sur le Sancy, sur le Cantal par exemple. Et en fait, il est tombé au cœur du Sancy entre 25 et 40 mm en 2 heures. Donc des grosses averses orageuses. Donc là, exemple typique, vous vous retrouvez sous la pluie, vous dites c'était pas prévu. En fait, on va voir que justement, un prévisionniste aurait pu vous dire qu'il y avait un risque marqué. Comment fait-il? Alors voilà les exemples de cartes avec lesquelles il peut travailler. C'est pas exhaustif là, mais ça vous montre les principaux éléments qui étaient identifiés. En haut à gauche, donc, vous avez une carte de prévision. Donc là, c'est du modèle, c'est de la prévision. C'est GFS d'ailleurs. De la pression au sol et du géopotentiel à 500 hectopascales. Et en fait, là, le prévisionniste, il va identifier sur cette carte qu'on est dans un marais barométrique. Ça veut dire que, vous voyez, il n'y a pas trop d'isobars qui se baladent sur la France. Ça veut dire qu'il n'y a pas de flux bien défini. Et ça, dans un contexte estival, ça va favoriser les brises de pente. Ça veut dire qu'en gros, l'air chaud va monter le long des pentes et on aura des zones comme ça de convergence où l'air chaud va pouvoir s'élever. Or, l'air chaud, c'est l'alimentation pour les orages. Ensuite, donc en altitude, sur la droite, on voit la température vers 5500 mètres. Et il y a une sorte de résidu de gouttes froides là, vers le golfe de Gênes apparemment. Et donc on a encore un peu d'air relativement froid en altitude, proche de moins 15 degrés. Alors je n'ai pas mis la température à 1500 mètres, mais elle devait être de l'ordre de 10-15 degrés. Donc en fait, il y avait un gradient important, une différence importante de température entre les basses couches et l'étage moyen. Donc vous avez ce qu'on appelle de l'instabilité.
Sur la carte en bas à gauche, c'est une carte de prévision du vent à 10 mètres. En fait, peut-être que vous ne verrez pas très bien, mais on identifie des zones de convergence, c'est-à-dire qu'il y a du vent qui va se diriger dans la même direction à un endroit. En fait, ça va suivre les pentes du Sancy. Donc là, ça met en évidence cette convergence, donc cet air chaud qui va monter le long des pentes. Et après, il y a un autre paramètre un peu plus technique, je ne vais pas détailler ici, hein, mais en fait, ce sont des indices, notamment d'instabilité, comme le LI, le Lifted Index. C'est l'indice de soulèvement, ça permet de juger un peu l'instabilité de la masse d'air. Et après, il y a aussi l'instabilité potentielle, on va dire ce qu'on appelle la CAPE, hein, qui se mesure en joules par kilogramme. Là, c'est un peu plus technique à préciser, mais c'est un exemple de carte qu'on va utiliser. Voilà, et donc, alors là, c'est pas pour me lancer des fleurs ou vous dire que j'étais trop fort, c'est le bulletin météo vert de ce jour-là que j'avais rédigé. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que n'importe quel prévisionniste confirmé aurait pu identifier ce risque. C'est pas de la magie. Donc voilà ce qui était écrit dans le bulletin expertisé ce jour-là. Donc jeudi 1er juin, à 7h, le bien est ensoleillé sur nos massifs et la température est proche de 10 degrés à toutes altitudes. D'ici la fin de matinée, de nouveaux cumulus vont se former et le risque d'averses parfois orageuses s'affirmera. On attend un pic de cette activité instable en fin d'après-midi et soirée. Toutefois, ces phénomènes s'annoncent moins généralisés que la veille et des espaces pourront y échapper. Voilà, après c'est plus des indications. Vous avez ici une indication du risque d'orage, identifié comme fort pour l'après-midi. Donc, il y avait un risque effectivement qui était quand même qualifié de fort. Par contre, il est impossible de dire si ça allait se produire à 14h ou à 17h, bien que par évolution diurne, en général, c'est plutôt en fin d'après-midi, début de soirée que ça se forme. Et aussi impossible de localiser de manière exacte. Parfois on le peut, mais c'est pas fréquent. Donc là, vous avez une prévision qui est fiable, qui n'est pas très précise, mais encore une fois qui est fiable. Et en fait, ça qui est important là-dedans, c'est que le risque est identifié, le risque il est qualifié, la fiabilité est bonne car il y a eu une bonne interprétation des modélisations. Donc voilà un exemple tout à fait concret. Alors, le problème des prévisions automatisées, en fait, c'est que ça décrédibilise la discipline. Les prévisionnistes, en fait, perdent en crédibilité, alors que justement, souvent, c'est pas eux qui ont rédigé ces prévisions. Ça dégrade l'image de la prévision, et surtout, le plus frustrant pour l'utilisateur comme pour celui qui est dans le domaine de la météo, c'est que ces prévisions, elles auraient pu être justes si elles avaient été corrigées. Je vous ai mis à gauche des exemples qu'on entend souvent. C'est bouché, ils avaient dit qu'il allait faire beau, ça n'arrête pas de changer, et voilà, ils sont encore trompés. Météoultraprécise.com, site fictif, annonce 37 cm de neige dans 10 jours. Tout ça, c'est des remarques qui sont le plus souvent liées à cause des prévisions automatisées qui vous font croire, vraiment ça qu'il faut comprendre, qu'on est capable de faire une prévision heure par heure, mise à jour gratuitement comme ça. Donc, voilà, nous on va mettre en évidence les conditions locales par rapport au relief. Est-ce qu'il y aura du vent sur les crêtes, la visibilité? Est-ce que la limite pluie neige va être variable? Est-ce qu'il y a un risque d'orage, etc. Alors, le gros souci aussi, ce sont les pictogrammes. Quand vous avez ce pictogramme-là tout seul, donc soleil, pluie, nuage, qu'est-ce que vous faites le lendemain? Chacun va y aller de son interprétation. Les plus optimistes, si vous avez une sortie qui craint la pluie, vont dire non, mais c'est juste un risque d'averse, on va y échapper. Les plus pessimistes vont vous dire ah non, demain il pleut. Mais en fait, peut-être qu'il y a plein de scénarios possibles. Donc, de la pluie, quelle quantité? Est-ce que ça va être une alternance de pluie et de soleil? Est-ce que ce sont des averses qui sont fréquentes? Ou est-ce que c'est un faible risque d'une averse en fin de journée? Est-ce qu'il y a une chronologie avec des averses plutôt inexistantes le matin et qui se développent l'après-midi? Donc tout ça, on peut le préciser, mais vous ne l'avez pas forcément avec ces prévisions automatisées. Autre exemple, quand vous avez un pictogramme soleil-nuage, si on est en montagne, est-ce que ce sont des nuages élevés? Donc est-ce que les reliefs seront dégagés? Est-ce que c'est une mer de nuages? Ça veut dire que si vous êtes en dessous, vous êtes complètement dans le gris, et au-dessus, vous avez un grand soleil. Une prévision de neige en dessous, là, super important, est-ce qu'il y a une limite plus neige? Est-ce que la neige va être plutôt de qualité sèche, de qualité humide, de qualité mouillée, etc. Donc, le bulletin, lui, expertisé, on va le voir après, il va vous indiquer le temps observable sous la forme d'un texte et vous illustrer
Donc le contexte, les évolutions attendues et surtout être honnête, parler des incertitudes. Donc voilà un exemple de bulletin, c'est le bulletin Météo Auvergne. Donc ça, vous pouvez aussi le trouver sur le site Météo Auvergne, les archives sont disponibles à chaque fois. Vous avez le texte. Donc si on prend l'exemple à dimanche 9 janvier, on vous dit on observait un cumul de neige récente de plus ou moins 10 cm vers 1300 mètres. Donc là c'est une observation. Au passage du front froid dans la nuit, abaissement de l'isotherme 0 degré que l'on retrouvera vers plus ou moins 900 mètres le matin. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui va fluctuer. On parle ensuite des cumuls, des reliefs qui seront bouchés, etc. Et puis vous avez notamment pour les tendances, par souci d'honnêteté, vous avez une indication de fiabilité. C'est marqué à confirmer en bas. Et puis dans le détail, c'est exemple, il reste toutefois à préciser la présence et le comportement des nuages bas qui pourraient accrocher les versants nord à est notamment. Donc entre parenthèses, ensoleillé ou mer de nuages, ça on va pouvoir l'affiner que peut-être 24-48 heures à l'avance. Donc à l'inverse, exemple de prévision automatisée, alors ça c'est vraiment, je ne sais plus si c'est sur iPhone ou appareil Android, c'est la pire application sans aucun doute. Donc ce genre d'application, là vous voyez, on vous met le Mont d'Or, donc précis apparemment sur une commune. Et alors là, le truc extrêmement aberrant, c'est qu'on vous met une prévision avec un pictogramme qui résume la journée. Alors en montagne, le temps peut changer très vite. Ici, c'est peut-être encore pire qu'ailleurs. Donc résumer le temps de la journée avec un pictogramme, c'est aberrant. Et alors là, surtout, ça doit vraiment vous éveiller, mais malheureusement, ça n'éveille pas beaucoup de gens. C'est que ça vous met neige toute la semaine. Donc si vous attendez de la neige, vous êtes content. Par contre, regardez un petit peu les températures. On vous met des maximales comprises entre 3 et 8 degrés. Donc là, il y a un gros souci. Il peut neiger avec température positive. Par contre, au-delà de 5-6 degrés, ça devient un petit peu compliqué. Il faut vraiment que ce soit des conditions très convectives, très instables. Mais là, il y a un souci. Ça veut dire que soit l'altitude est mal calée, soit... Voilà, il y a plusieurs explications possibles, mais il y a quelque chose qui ne va pas. On vous met aussi, il fait actuellement 1 degré. Là, non, c'est qu'il devrait faire actuellement 1 degré. Ça ne prend pas en compte une station météo proche. Ce sont des données qui sont, que détient Météo France et qui ne sont pas partagées comme ça. Donc attention à ces prévisions. C'est la prévision automatisée. Il n'y a personne qui dit ça. Donc ça peut malgré tout parfois répondre aux besoins. Par contre, il y a une règle. C'est qu'on n'a pas le droit de se plaindre si c'est faux. C'est pas de la prévision météo. Ils se sont trompés, c'est qui? Là, c'est personne. Donc voilà, faites attention à ce genre d'application, un pictogramme par jour. Il n'y a pas d'indication d'altitude selon les versants, la chronologie, est-ce qu'il y a une limite plus neige? C'est une source d'incohérence et d'aberration. Alors, je vous ai un petit peu évoqué la question de la fiabilité. Vous savez que normalement, plus on avance dans le temps, plus la fiabilité se réduit. Alors c'est assez logique parce que comme on n'a pas quelque chose dans l'état initial qui est parfait au début, plus vous allez avancer dans le temps, s'il y a des erreurs au début, plus l'erreur va être importante. C'est comme quand on tire une flèche. Si on fait un petit écart par rapport à la cible, qu'on n'est qu'à 5 mètres, on sera encore proche de la cible. Si on fait le même écart et que vous reculez la cible de 200 mètres, votre flèche passera complètement à côté. Donc c'est un peu ça. Donc c'est pour ça qu'en prévision météo, dans notre travail d'analyse d'interprétation des modèles, on utilise ce qu'on appelle la prévision ensembliste, à différencier de la prévision déterministe. En gros, ce sont les sorties des modèles toutes les 6 heures. En fait, on va, parce qu'à chaque sortie, le modèle va sortir plusieurs scénarios. Ça veut dire qu'on va perturber légèrement l'état initial et qu'on est censé avoir à la fin tous les scénarios possibles. Un exemple ici avec le modèle Arome. Donc Arome, c'est un modèle à maille fine à courte échéance, jusqu'à environ 48 heures. C'est la prévision de l'isotherme 0 degré. Voilà, donc on voit qu'au début, donc là vous avez sur 2 jours, et ça va du 9 au 11, c'est marqué en bas. Donc au début, on a une isotherme 0 degré qui est assez fiable, à environ 3500 mètres, toutes les courbes sont rapprochées. Et quand on arrive en fin d'échéance, on se rend compte que cet isotherme pourrait être compris entre 1100 et 2400 pour les extrêmes. Donc ça veut dire que ça va tout changer. Si vous avez des précipitations associées à ce constat-là, si on est par exemple au Mont d'Or, on va dire sur un versant du Sancy à 1300 mètres,
Et ben, si l'isotherme est à 2400 mètres, vous aurez de la pluie. Si l'isotherme est à 1400 mètres, vous aurez de la neige. Voilà. Donc, exemple d'incertitude. Donc ça permet aussi voilà, d'avoir des... c'est ce qui permet d'établir des probabilités. Donc, quels sont les scénarios minimum, maximum? Ça peut être par exemple, autre exemple, le risque de température supérieure à 40 degrés, inférieur à moins 5 degrés, le risque de cumul supérieur à 10 mm, etc. Ça permet vraiment de cadrer la prévision dans un intervalle de possibilités. Autre exemple, alors là on est sur une échéance plus longue, sur 10 jours à peu près, 10-15 jours. 15 jours, ouais. C'est le modèle GFS. Donc vous avez en haut une prévision de la pression au niveau du sol et en bas les précipitations. Bon, GFS, précipitations, ça ne sert pas à grand chose, parce que de toute façon le modèle n'est pas assez à une maille beaucoup trop large. Mais vous avez la pression, ça peut donner une indication un petit peu sur le placement des grands centres d'action. Donc au début, on voit que là on a une pression anticyclonique. Après, il y a une baisse qui est prévue. Donc une cohérence assez importante, donc peut-être qu'il y a une dégradation à ce moment-là. Ensuite, ça remonterait. Par contre, au-delà du 15 février, là, les courbes divergent complètement. Donc là, la fiabilité commence à devenir nulle à voir dans le détail, mais en général, ça veut dire que la fiabilité s'arrête là. Parfois, toutes ces courbes qui divergent pour certains paramètres, comme vous l'avez vu avant, ça peut le faire au bout de 2 jours. Donc ça veut dire que la fiabilité s'arrête au bout de 2 jours. A l'inverse, ces courbes resserrées, peut-être que ça va commencer à diverger qu'à partir de 10 jours. Donc là, c'est souvent le cas en période anticyclonique. Donc là, on aura une fiabilité plutôt bonne. Voilà, donc c'est ce qui permet d'exprimer la fiabilité. Météo France le fait à travers ce qu'ils appellent l'indice de confiance, qui va de 1 à 5. Ils vont utiliser cette méthode-là, la prévision ensembliste. Alors, oui, j'avais mis 4 pratiques sur Météo Ciel, là je ne pourrais pas vous le montrer, mais en fait c'est un réflexe que vous devez absolument avoir si vous consultez par exemple les prévisions Météo Ciel. Quand vous tapez votre commune, donc maintenant vous saurez un petit peu ce qui se cache derrière cette prévision. N'hésitez pas à cliquer sur par exemple diagramme GFS où vous allez trouver ce graphique-là, ça va vous permettre de comprendre comment situe votre prévision. Et surtout, point important, vous avez une courbe noire là, en fait. Cette courbe noire, ça correspond à ce que vous allez avoir dans le tableau météo ciel. Et en fait, vous voyez que par exemple, si là, il vous prévoit une pression de 1030 hectopascales le 17 février, vous vous rendez compte qu'elle pourra très bien être de 1000 comme de 1035. Alors la pression, on s'en fiche un peu, mais ça veut dire que ça va complètement influencer le temps possible. Et donc ça peut changer toutes les 6 heures, à chaque fois que le modèle est mis à jour. Donc c'est pour ça que, en fait, ça ne sert à rien de chercher une prévision précise s'il n'y a pas de fiabilité. Tant que les courbes ne sont pas rassemblées, ça peut encore changer toutes les 6 heures. Voilà, alors ça c'est un autre exemple donc d'isotherme aussi, pareil, on voit sur 15 jours. Donc c'est pour ça que quand on fait un bulletin de prévision de tendance, alors la tendance c'est on va dire au-delà de 5 jours, en montagne c'est parfois plutôt 2-3 jours parce que ça peut changer très très vite. Mais c'est vrai que c'est impossible de prévoir des averses, des orages, des moments d'éclaircie à une telle échéance. Par contre, on peut très bien prévoir un contexte général, 10, 15 jours, voire plus, dans certains cas. Par contre, le temps observable, c'est-à-dire par exemple les cumuls de neige, les limites plus neige, ça c'est vraiment que 24-48 heures à l'avance, quand on passe sur les modèles à maille fine, qu'on pourra apporter des précisions. Donc un exemple concret, là on est sur une prévision de température à environ 1500 mètres, 8-9 jours à l'avance. Alors vous voyez que sur la France, en gros il y a de l'air à 10 degrés au sud, là, environ 10 degrés, et puis vous avez de l'air à moins 23 degrés vers la Belgique. Donc en gros, vous avez plus de 30 degrés d'écart entre le nord et le sud. Donc ça veut dire que à cette échéance, on pourra très bien encore passer de l'un à l'autre. Si le vent bascule nord-est, on va avoir de l'air à moins 20 qui nous descend dessus. Si ça passe au sud, c'est de l'air à 10 degrés. C'était lors de la vague de froid tardive qu'on a eu fin février 2018. On ne savait pas trop comment ça allait se finir. Finalement, c'est l'air doux qui a gagné. Mais c'est pour ça qu'en fait, c'est pour vous montrer qu'en gros, ça mettait en évidence qu'au sommet du Puy de Dôme, il allait pouvoir faire 10 degrés comme moins 23 degrés. Donc là, avoir une prévision précise ne sert absolument à rien, vu le contexte, vu cette intense gradient de température qu'on avait
d'un point de vue de la latitude, entre le nord et le sud. Alors, sur cette question aussi, qu'on entend souvent, hein, pourquoi on ne sait pas prévoir un orage 2 heures à l'avance, et des fois ça fait sourire quand on dit que dans 10 jours il peut y avoir de la neige ou un gros coup de chaud. Mais en fait, c'est une question d'échelle. Ça veut dire que, exemple, une vague de chaleur comme celle que vous avez ici modélisée en 2019, en haut, en juin 2019, hein, qui a été marquée par des records absolus de température, vous voyez que cette masse d'air chaud qui monte, hein, c'est très grand. Ça fait des centaines à des milliers de kilomètres. Donc c'est quelque chose qu'on voit arriver. Un orage local, comme celui dont je vous ai parlé tout à l'heure au-dessus du Sancy, qui a créé des phénomènes très locaux, bah, faut imaginer que sur une carte, hein, ça fait peut-être 1 à 3 km ou quelques kilomètres. Donc en fait, l'échelle est complètement différente. Donc, phénomène qu'on ne peut pas prévoir heure par heure, d'où la connaissance du contexte, hein, ce que je disais auparavant. Mais différenciez bien, hein, voilà, il y a des phénomènes météo qui sont de taille complètement différente, donc effectivement, mais ça ne veut pas dire que un orage, hein, c'est relativement petit par rapport à une dépression. Par contre, ça peut être extrêmement violent localement. Alors, ce qu'on entend aussi souvent, c'est que oui, bah, au moins la prévision, c'était mieux avant. Alors ça, c'est totalement faux, et en fait, c'est à cause, encore une fois, des prévisions automatisées, parce qu'on vous fait croire qu'on est capable aujourd'hui de faire des prévisions heure par heure. Et ça, c'est le gros souci, c'est qu'en fait, ça rend l'utilisateur encore plus exigeant pour un phénomène qui est encore une fois naturel. Et donc, en fait, comment dire, l'efficacité des supercalculateurs est en constante augmentation. Ce graphique, il vous présente, en gros, c'est la corrélation entre ce qui est prévu par le modèle et ce qui est observé. Donc là, c'est le modèle en fait européen, hein, un des meilleurs modèles, sinon le meilleur modèle de prévision, qui provient de l'ECLWF, hein, c'est l'agence européenne donc. Et en fait, alors c'est classé là, vous avez, donc c'est pour le géopotentiel à 500 hectopascal. En gros, ça nous permet vraiment de situer le contexte général, quoi. C'est quelque chose d'assez général. Donc ça, c'est cette corrélation là, vous avez différentes échéances, hein, c'est entre 3 et 10 jours. Mais vous voyez que c'est en constante augmentation. La différence qu'il y a là, en fait, c'est selon les hémisphères, hein, hémisphère nord, hémisphère sud, l'espèce d'écart qu'il y a entre les courbes. Mais vous voyez qu'en fait, la performance ne fait qu'augmenter. Donc voilà, donc c'est pour ça que l'abondance de prévisions automatisées qui sont inachevées fait croire le contraire. L'utilisateur est exigeant, c'est ce que je vous disais. Souvent, on veut une prévision heure par heure pour son jardin, on croit qu'on peut faire ça, mais ce qui n'est pas le cas. Donc ça, c'est un gros souci, hein, entre le ressenti et la réalité, tout simplement. Donc, voilà, c'est ce que je vous disais avant. Ce problème aussi de réalité et ressenti, c'est que, notamment ici dans le Sancy, la chaîne des puits, il y a des telles différences selon les versants que j'essaye au maximum de vous le décrire justement dans les bulletins, mais en fait, c'est pas forcément suffisant et beaucoup de gens ont du mal à comprendre ces différences. Exemple ici, on est sur une journée d'effet de Föhn, on est à Eda, un paysage typique qu'on va retrouver aussi sur l'est de la Limagne, sur l'ouest de la Limagne, et donc l'est des versants. C'est de l'effet de Föhn, ça veut dire qu'en gros, quand l'air d'eau océanique passe les reliefs, hein, vous avez un assèchement sur les versants sous le vent, donc on a souvent de la pluie qui tend à s'évaporer, du soleil donc, les nuages qui s'évaporent, et donc un arc-en-ciel. Donc ça fait que sur les versants est et même à Clermont-Ferrand, c'est des journées où il peut pleuvoir toute la journée. En fait, il y a des gouttes toute la journée, mais dans le pluviomètre, il y a 0 mm. Ça veut dire que en fait, l'air devient beaucoup plus sec, il y a du vent, donc ça sèche très vite. Donc c'est vrai que quelqu'un qui est sur place aura le sentiment qu'il a plu toute la journée, alors qu'en fait, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Il faut aussi différencier les intensités des cumuls, c'est-à-dire que parfois la pluie peut tomber fortement, mais si elle tombe fortement que 5 minutes, en fait vous aurez très peu d'eau cumulée. Et puis le souci aussi, c'est que souvent voilà, on a cette vision binaire, hein, il y a du beau temps, il y a du mauvais temps. Ici, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe, hein. Quand on est sur cette zone de transition, vous êtes vraiment entre le beau temps et le mauvais temps, hein. Mais ça, on peut justement le décrire, c'est grâce à un bulletin expertisé et grâce aux connaissances météorologiques
et aussi géographique. Hein. Il faut savoir, quand vous voulez justement améliorer votre prévision, si vous êtes un utilisateur, eh ben, il faut avant tout connaître le contexte dans lequel vous vivez. Et le contexte, c'est quoi? Eh ben, c'est que le Sancy, le cœur du Sancy, c'est un des secteurs les plus arrosés de France avec entre 1800 et 2200 mm par an. Et que vous faites 35 km à l'est, hein, vous avez un des coins les plus secs de France, hein, vers Meillot-Issoire, on est plutôt à 500 mm par an. Et entre les deux, on a Saint-Nectaire où il tombe plus que 750. Donc forcément, il y a une énorme différence entre les versants ouest et les versants est. Alors là, c'est un peu plus technique, hein, mais si certains s'amusent un petit peu à regarder les modèles, vous pouvez aussi regarder quelles sont les modélisations disponibles sur Internet. Vous avez ici les plus utilisés. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure, le modèle européen, le modèle GeoFS qui provient donc, des États-Unis, UCMO, donc ça c'est le Royaume-Uni, Arpège c'est français, GME aussi, donc modèle canadien, qui augmente vraiment en performance. Au début, on rigolait un petit peu de ce modèle, mais maintenant c'est vrai que c'est parfois un précurseur, hein, quand il y a un changement de temps, il est capable de beaucoup de choses. Alors je vous montre le souci aussi que vous avez par exemple avec le GFS, le maille large. Voilà comment GFS voit le Puy-de-Dôme, le département du Puy-de-Dôme. En fait, c'est l'altitude. Donc comprenez bien que quand vous regardez du GFS, si vous ne prenez pas en compte la topographie selon le modèle, bah c'est sûr que ça va complètement fausser en fait les précipitations et aussi les cumuls de neige. En gros, il vous voit Clermont-Ferrand à 750 mètres, la chaîne des Puys n'existe pas, le Sancy, en fait, c'est un espèce de plateau qui sera à 1000 mètres. Donc le Sancy c'est 1886, donc forcément si la montagne n'est pas prise en compte, et bah, ça va forcément changer le résultat, par exemple sur le tableau météo-ciel. A l'inverse, quand on commence à aller sur des mailles fines, mais là on n'est plus que sur 24-48 heures, voilà à quoi ressemble la topographie selon les modèles. Ici c'est le modèle Arome, et ben, vous voyez que ça ressemble déjà un peu plus à ce qu'on connaît. On voit le Sancy, on voit la chaîne des Puys, on devine mieux la plaine de la Limagne, après on voit aussi le Livradois, le Forel, etc. Donc c'est pour ça que la précision ne vient vraiment que 24-48 heures à l'avance. Les modèles utilisables, hein, vous avez WRF, Arome le français, Icône D2 aussi, qui est vraiment pas mal, le modèle allemand. Donc le travail du prévisionniste, hein, c'est bien de regarder tous ces modèles, toutes leurs actualisations. C'est pour ça que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais par exemple le bulletin expertisé Météo Auvergne, c'est au moins 1h30 de travail pour un secteur. Par exemple, c'est 1h30 pour Sancy Chaîne des Puys, 1h30 pour Limagne. Donc ça prend du temps. Quand on veut de la qualité, forcément, ça demande un petit peu de temps. Donc c'est ça, hein, ce que je disais un petit peu avant. La démarche du prévisionniste, hein, c'est vraiment de regarder tous ces modèles, de les comparer, de choisir un scénario. Ça veut dire que quand c'est divergent, bah, malgré tout, il faut quand même proposer une prévision. Donc ça, c'est l'expérience du terrain, l'expérience des modèles qui permet de faire ça. Vous aurez des centaines de cartes de graphiques d'émagrammes à analyser, et je vous le disais, ça prend environ 1h30. Exemple à gauche, hein, c'est les différentes sorties du modèle GFS, ça veut dire que c'est lors de son actualisation, ce qu'on appelle le run à 6 heures. Voilà tous les scénarios possibles, hein, les différentes perturbations du modèle. Donc vous voyez que ça c'est que pour un modèle, donc ça vous laisse imaginer la quantité de cartes qu'il faut regarder. C'est que pour un modèle, c'est que pour une sortie et c'est que pour un paramètre. Voilà donc pour ces quelques éléments de précision. Donc si vous voulez justement consulter un peu les modèles, hein, vous pouvez déjà commencer par regarder un petit peu le contexte général. Là, je ne peux pas vous faire un cours de météo complet sur ça, mais ce que vous pouvez regarder, hein, c'est la prévision de pression et de géopotentiel à 500 hectopascales. Ça va vous indiquer un petit peu le positionnement des centres d'action, le flux général. Ça, c'est des choses qui sont relativement faciles à comprendre. La température à 850 et 500 hectopascales, ça c'est surtout 850 parce qu'en fin de compte, c'est la masse d'air qui va définir beaucoup de choses. Vous pouvez aussi regarder les précipitations avec beaucoup de prudence, comme je disais, surtout quand c'est des modèles qui ne tiennent pas en compte forcément de la réalité de la topographie. Il faut vraiment faire attention à ça. Voilà, eh bien l'intervention se termine. Merci donc encore une fois à Raymond pour cet espace dédié sur sa chaîne. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Météo Auvergne. J'y répondrai avec plaisir. Vous avez aussi la page Facebook, hein, qui peut servir d'éléments profitables à tout le monde. Merci et à bientôt.